Bonjour à tout le monde et merci de m'accueillir de nouveau pour cette plénière. Je suis toujours très privilégié, je me sens privilégié d'être là en dernier moment avec vous sur ce thème, communiquer au-delà des codes et des modes. Derrière ce titre, il y a, je crois, un dénominateur commun. Je crois qu'au-delà de nos programmations, de nos cultures, de nos logiciels, il y a le goût d'avoir des relations vraies, profondes, fécondes et fluides. Je pense que c'est un dénominateur commun entre chacun d'entre nous. Des relations vraies, nous sommes fatigués des relations hypocrites, des jeux de masques et des agendas cachés, vrai. Profondes, nous sommes fatigués des conversations de surface, bling bling, blabla, nous avons envie que ce soit profond. Fécondes, fatigués des relations qui ne mènent à rien, fécondes et fluides, s'il vous plaît, qu'est-ce que nous sommes fatigués des irritants systématiques. Alors, si c'est ça que nous cherchons, si c'est vers ça que nous tendons chacun d'entre nous, peut-être 7 milliards d'êtres humains sur cette drôle de planète, c'est pas forcément ça qu'on vit. Qu'est-ce qui empêche ça? Nous tendons vers ça de toute notre aide, la relation vraie, profonde, féconde et fluide, et c'est pas ça qu'on vit. Et pourquoi ça? Vous avez pourtant appris à conduire et vous conduisez, vous avez appris des langues étrangères et vous les parlez, vous avez appris l'usage de l'ordinateur et vous l'employez, vous savez faire des sports techniques et vous avez de l'aisance avec ça. Pour des choses accessoires, sympathiques, comme l'ordinateur, les langues, la voiture, on fait des apprentissages, on s'y implique, on le veut, on le souhaite, et un jour on maîtrise. Et pour la relation, c'est quand qu'on apprend, c'est quand qu'on s'implique, c'est quand qu'on sèche un peu dessus, qu'on travaille, qu'on fait des efforts, qu'on a envie de tout lâcher, puis qu'on y reprend, et qu'on goûte la maîtrise de la relation à soi, toutes les parties de soi, même l'ombre là derrière qu'on n'a pas trop envie de voir, la relation à l'autre, même l'ombre de l'autre qu'on n'a pas forcément envie de voir et qu'on a d'autant moins envie de voir qu'on n'aime pas la sienne d'ombre. Et enfin, la relation à la vie, à la nature, à l'univers, au souffle, à la grâce, à Dieu. Vous mettrez le mot que vous voudrez sur cette troisième dimension. Je pense que nous cherchons à vivre une relation vraie, profonde, féconde et fluide sur ces trois axes, relation à soi, à l'autre et à la vie. Ce n'est pas forcément ça qu'on vit parce qu'il y a forcément quelques pièges qui nous entravent, qui nous empêchent. C'est ce que je vous propose d'aller voir. Mon travail se base sur deux petits principes que j'ai trouvés dans ma pratique. Le premier, c'est la formule de Václavic. Václavic est un grand thérapeute, créateur de l'analyse systémique, les systèmes relationnels, et qui a dégagé ce principe de base de tout système de relation avec soi, avec l'autre, avec la vie, avec la nature. Si l'on fait ce qu'on a toujours fait, on obtient ce qu'on a toujours obtenu. Vous direz, Thomas, c'est évident, c'est quoi la trouvaille? Ça veut donc dire que si je veux obtenir autre chose dans la relation à moi, dans la relation à l'autre, dans la relation à mon conjoint, à mon enfant, à mon équipe de mon travail, à la nature, aux ressources, à la terre, si je veux obtenir autre chose, je dois faire autrement. Vous me direz, Thomas, c'est encore évident. Oui, mais ce qui est peut-être moins évident, c'est comment tu vas faire autrement si tu penses pareil. C'est juste impossible. J'agis en fonction de mon système de pensée. Si ce que j'obtiens en agissant de cette façon ne me plaît pas, c'est que j'ai à revisiter pas seulement ce que je fais, mais ce que je pense qui conditionne ce que je fais. Et ça demande que je sache m'asseoir dans ce que j'appelle dans mon travail la chaise de l'intériorité. Pour revisiter mon système de pensée, pourquoi je pense comme ça jusqu'ici, pourquoi je ne penserais pas comme ça, pourquoi j'ai tel système de croyance, est-ce que je ne le revisiterai pas par là? Pourquoi que je regarde comme ça, je ne regarderai pas plutôt par ici? Ça n'est pas nécessairement confortable, puisque ça suppose courage et humilité pour remettre en question. Deuxième principe qui inspire mon travail, il est très proche, c'est la formule de Einstein que vous connaissez. Aucun problème devant nous ne peut être résolu en restant au niveau de conscience qui a généré le problème. Si je veux gérer le problème qui est là devant moi, je dois passer à d'autres paliers de conscience. Et passer à d'autres paliers de conscience, ça me demande de remettre en question mon niveau de conscience actuel et de revisiter mon mindset qui a amené la genèse du problème en question. Alors, je vous propose de visualiser ça peut-être d'abord sur un petit dessin pour ceux qui sont visuels parmi vous. J'ai pris mes petits feutres parce qu'ils sont un peu plus larges que ceux qui sont là. Voilà. Certains qui ont fait l'atelier avec moi savent que je propose de voir que nous cherchons à vivre sur notre fil rouge. Et on a, par l'exercice fait ensemble, dégagé certains éléments du fil rouge, certains besoins. Je pense que une des âmes, un des filins profonds du fil rouge dans nos vies, c'est cette relation vraie, profonde, féconde et fluide. Nous aimerions vivre ça. Et permettez-moi là de vous partager 25 ans d'accompagnement des personnes dans les cycles et saisons de l'existence et les méandres de la vie.
il me semble bien que ce que nous cherchons à vivre au-delà de la relation vraie, profonde et fluide, c'est un vrai contentement intérieur profond dans la relation avec toutes les parties de soi, dans la relation avec toutes les parties de l'autre, dans la relation avec la vie, l'univers, etc. Sur ces trois axes, nous cherchons à vivre un profond contentement intérieur, un état de paix intérieure stable, transportable à travers les difficultés, les épreuves et les intempéries, parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, on s'en prend parfois plein la figure, et un état de paix intérieure qui se révèle contagieux. Je crois que c'est ça que nous cherchons. Derrière la logistique de nos activités, mais vérifiez vous-même, c'est peut-être intéressant. Pourquoi vous vous levez le matin? Pour faire du café, préparer le petit déjeuner, s'occuper du pique-nique des enfants, les conduire à l'école, déposer le petit à la crèche, aller travailler, gagner votre argent. Non, 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 vous ne le voulez pas pour ça. Vous vous levez le matin pour vous enchanter d'être en vie dans un monde vivant. Et préparer du café, s'occuper de ceux qu'on a mis au monde, prendre soin de ces chers petits, leur donner une bonne éducation, gagner une certaine ressource pour avoir du confort, c'est une logistique sympathique pour l'enchantement. Mais ne mélangeons pas les enjeux. On ne se lève pas pour boulotter, on se lève pour s'enchanter. On n'a pas mis nos enfants au monde pour qu'ils se brossent les dents et qu'ils mettent leur pyjama, qu'ils finissent leur devoir et qu'ils passent leur bac. On a mis nos enfants au monde pour s'enchanter d'être en vie. Et effectivement, avoir un peu d'hygiène, dormir suffisamment, bien manger et faire quelques études, ça sert l'enchantement. Mais le sens de la vie et le profond contentement intérieur, c'est bien ça. Et il peut se faire, figurez-vous, mesdames et messieurs, que l'on perde la boussole. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas dans l'enchantement et que la relation n'est pas fluide, ni profonde, ni féconde? Eh bien, il s'est passé ceci. Voilà ce que moi j'observe dans l'accompagnement des personnes, à commencer par la personne que je suis, bien évidemment. Il a pu se faire que dans l'enfance, assez souvent, nous ayons chevauché cet élan de vie, ce contentement intérieur. Regardez les enfants, ils sont joyeux, ils ne sont jamais assis, ils courent tout le temps. Moi, j'ai 3 filles, elles sont ados maintenant, mais quand elles étaient petites, ça court, ça découvre, c'est joyeux. Même sur un champ de bataille, on voit des enfants joyeux, avec un immense sourire. Contentement intérieur, pas d'appréhension du futur, pas de regret du passé. L'enfant, il est là. À nous, il nous faudra des années avec Martial pour revenir là, alors qu'on y était. L'enfant se sent appartenir à quelque chose qui est au-delà de lui. Quand il prend son bain avec le petit canard jaune dans la petite baignoire en plastique au milieu du grand bain de papa-maman, il est eau chaude, canard en plastique et baignoire à la fois. Quand plus tard il court derrière les papillons dans les graminées, il est courant d'air, vent dans les cheveux et papillons à la fois. Et enfin, quand il est dans les bras de papa ou maman, il n'y a pas toi, papa, là devant, et moi, gamin, ici. Il y a nous, un nous soutenant. C'est nous qui avons créé une drôle de société dans laquelle il y a un je, me, moi avide et parfois très égoïste, face à un tu, toi vécu comme très menaçant, parfois même hostile. Et nous avons oublié le nous soutenant, qui est cependant le sens de ce vers quoi nous tendons, relation à soi, à l'autre, à la vie, au nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ceci. Des parents bienveillants devant cet enfant qui goûte le plaisir d'être dans un grand contentement intérieur dans la relation à tout ça. Des parents bienveillants, puis des enseignants auront dit, attends, on n'est pas sur Terre pour goûter un profond contentement, on est sur Terre pour faire les choses parce qu'il est l'heure. Parce qu'il est temps. C'est par ici, mais pas par là, voyons. On fait comme ceci, mais jamais comme ça. Il faut étudier beaucoup, travailler beaucoup, s'engager, trouver un conjoint, faire des enfants, ne pas oublier de payer sa pension de retraite et de téléphoner à bonne maman le soir de Noël. Et mine de rien, vous avez ce petit être qui quitte son élan de vie, il n'a rien vu venir, il se coule dans le moule, il se conforme à la norme, et il arrive à l'âge que nous avons, qui est je crois de 27-28 ans en moyenne aujourd'hui, et il prend ce qu'il vit, ses choix, être en couple, pas en couple, avoir des enfants, pas d'enfants, travailler pas, beaucoup ou pas beaucoup, etc. Il prend ce qu'il vit pour l'exercice de sa liberté, sans mesurer combien il est pris dans des enfers. Moments. Pris dans des enfers, moments qui peuvent se révéler infernaux, dans des systèmes de pensée qui ne sont pas revisités, pas remis en question, des grilles de référence, des automatismes. Il est en pilote automatique, il fonctionne comme ces pianos anciens de nos grands-parents ou arrière-grands-parents dans lesquels on mettait un carton troué. Il y a de la musique, il n'y a pas d'artiste, il n'y a pas d'impro, on ne sort pas du cadre, il n'y a pas de nouveauté,
c'est un peu ennuyeux. Nous avons donc besoin de comprendre nos enfermements pour pouvoir en sortir. On ne peut pas imaginer sortir d'un piège sans savoir qu'on est pris dedans. Première clé pour sortir d'un piège, savoir que je suis pris dedans, comment je fonctionne, mes habitudes, mes automatismes, ma façon de juger, d'apprécier, de catégoriser bien, mal, juste, pas juste. Tout ce petit système est un enfer, me ment. Et jusqu'ici, je ne l'avais pas vu comme ça. Je croyais que j'exerçais ma liberté et je suis piégé. Première étape pour sortir d'un piège. Deuxième étape pour sortir d'un piège, c'est aller comprendre comment il s'est enclenché. Comment est-ce que je me suis mis les pieds dans la trappe à loup? Clac! Et il y avait des gens qui disent, oui, je suis pris au piège, c'est mon éducation, c'est ma tradition, ou je suis comme ça, c'est ma nature. Attends, tu la connais ta nature seulement. Tu connais ton personnage, mais ta vraie personne. Tu as travaillé à connaître ta personne? Ben, pas forcément. Ah, ben alors, quand tu dis je, vérifie de qui tu parles. Hein? Eh bien, des gens disent, je suis pris au piège. Vous savez comment on vit quand on est pris au piège, mais qu'on ne fait rien pour changer? On vit avec à peu près autant d'aisance que ceci. Voilà. C'est ça l'espace de vie dans la relation à soi, à l'autre et à la vie. Pour sortir du piège, il s'agit de comprendre comment il s'est enclenché, sur quoi on pousse, sur quoi on tire, d'où ça vient que je sois coincé dans ce truc. Et là, je retrouve une aisance de circulation, une grâce même, jugez vous-même, dans la relation à soi, à l'autre et à la vie. Oui. Et vous l'aurez perçu, ça demande de se mettre les mains dans le cambouis, de se mouiller la chemise et de décaper un peu d'égo. Tiens, ça nous ferait peut-être du bien. Parce que le risque, voyez-vous, ici-dedans, c'est que beaucoup de nos contemporains sentent qu'il y a cet élan de vie qui va par là, profondément, j'aimerais, tout le corps dit oui par là, expansion joyeuse, mais le mental dit non, 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 par ici, par ici, par ici. Et il y a une sorte de bouche de crocodile dans laquelle s'engouffrent tous les mécanismes compensatoires. Je suis tendu, énervé, mais quand je rentre du boulot, une petite bière me détend. 2 petites bières me détendent pas mal. Tout le bac de bière, je suis bien détendu. Ça se joue aussi avec des petits médicaments. Ça se joue aussi avec des achats compulsifs. Ça se joue aussi avec des écrans qui me permettent de ne jamais m'asseoir avec moi-même. Toutes sortes de mécanismes compensatoires viennent nous faire oublier la profonde insatisfaction de notre existence, le fait que nous sommes en exil de nous-mêmes comme un réfugié depuis très longtemps. Et nous ne voulons pas le voir. Nous avons effectivement créé une société dans laquelle nous avons plus appris à compenser notre mal-être par des petites mesures, des ersatz, qu'à nourrir notre bien-être profond. Plus appris à compenser le mal-être qu'à nourrir le bien-être. Vous voyez qu'il y a un pivotement à faire dans nos systèmes d'éducation. On ne va pas à l'école pour apprendre les maths ou l'histoire, on va à l'école pour apprendre à s'enchanter et à vivre solidairement. Et la connaissance de l'histoire des mathématiques peut aider. C'est une logistique pertinente, mais n'oublions pas l'objectif. Alors, je ne vais pas vous laisser sur ce dessin tragique. L'idée de cette petite temps ensemble, c'est d'aller voir comment est-ce que je peux remettre en question mon système de fonctionnement, discerner, m'asseoir un peu dans la chaise de l'intériorité pour petit à petit, aligner ma vie sur mon élan de vie. C'est ça l'idée, c'est le trajet du fil vert, vous voyez, que je vous propose de voir. Et je vous ai parlé de pièges, on va tenter de comprendre certains enfermements liés à nos habitudes de fonctionnement, que l'on voit d'autant moins que l'on prend pour notre nature, alors que c'est juste de la culture. Premier piège, je vous propose d'aller visiter. Pour pouvoir les pièges, je vous propose de vous remettre dans les baskets, jupettes et sandalettes du petit garçon ou de la petite fille que vous avez été. On a tous été des enfants. Pour ressentir un peu ceci. L'idée n'est pas du tout d'accuser papa-maman. Papa-maman, ils ont fait avec la meilleure des intentions, et c'est précieux. La plupart du temps avec tout leur amour, et en tout cas avec les moyens qu'ils avaient. Et pour moi, c'est vraiment précieux de respecter les générations précédentes dans les moyens qu'ils avaient. Nous disposons sur le plan relationnel d'outils aujourd'hui infiniment plus performants, pertinents que ceux dont disposaient nos grands-parents qui n'avaient aucun outil, qui faisaient avec un gros bon sens et un peu de bonté la plupart du temps, mais pas beaucoup de discernement. Alors, remettons-nous dans les baskets de l'enfant. Vous aurez sans doute entendu des choses comme « Tu serais gentil de ranger ta chambre, s'il te plaît ». Et puis tu serais gentil de m'aider un peu à la cuisine ou d'aider papa au jardin ou à l'atelier ou au magasin, s'il te plaît. Puis tu serais gentil de mettre ta belle chemise ou ta belle robe pour aller chez bonne maman dimanche. Elle aime bien ça, bonne maman, s'il te plaît. Et puis enfin, tu serais gentil de nous ramener des bonnes notes de l'école, s'il te plaît. Ça, c'est ce que nous avons entendu avec nos oreilles. Mais ce que nous avons capté et encodé dans notre petit disque dur affectivo-psychologico-sensoriel, et qui risque bien de nous télécommander notre vie durant, si nous ne sommes pas vigilants, nous-mêmes croyons exercer notre liberté d'avancer dans la vie alors que nous ne serions qu'une sorte de Pinocchio,
dont les fils sont tirés par l'inconscient, ce que nous avons intégré, c'est pas tu serais gentil, mais je t'aime si tu ranges ta chambre, si tu accomplis les tâches que je te demande maintenant, si tu mets le vêtement que je choisis pour toi parce que c'est moi qui sais, et si tu ramènes des notes rassurantes de l'école et me rassure moi, ton parent angoissé qui ne sait pas gérer ses angoisses par l'intérieur et qui attend d'être compensé par l'extérieur. Alors je ne dis pas un instant que c'est ça que les parents disaient. Et peut-être que pour la génération plus jeune que vous êtes, ça vous paraît peut-être un peu désuet et que vous n'avez pas forcément vécu ça. Toutefois, je rencontre énormément de personnes qui me disent « bah oui, c'était vraiment comme ça. J'ai eu l'impression qu'il fallait être gentil pour acheter la paix. » Et il résulte effectivement, si jamais nous avons vécu cette impression, ça s'est imprimé comme ça a fait impression, il résulte un système de croyance, un système de pensée, un mindset qui va conditionner le reste de notre existence par certains pièges. Nous avons donc eu cette impression assez largement qu'il fallait être à la hauteur, délivrer le bon résultat, faire le beau sourire, tendre la bonne main pour obtenir de l'amour, et que l'amour risquait de nous être retiré si nous n'étions pas à la hauteur. Et voici 5 pièges qui sont rarement perçus comme ça. Le premier piège, c'est le piège du faire, F-A-I-R-E. Nous avons souvent plus appris à faire qu'à être. Être avec soi, être avec l'autre, être avec la vie. La course à tout bien faire, la plupart du temps, la plupart d'entre nous, je cours de choses à faire, je n'ai pas le temps pour être. Être avec soi, s'asseoir dans la chaise du discernement pour revisiter sa grille de référence. J'ai eu des priorités, sont-elles toujours justes? J'ai eu une échelle de valeur, est-ce qu'elle correspond toujours à ma réalité? Je suis dans une ancienne programmation, est-ce qu'il n'est pas temps de la remettre à jour? Et le risque, c'est la plupart du temps, quand ces questions se pointent sur notre tableau de bord, ceux qui ont travaillé avec moi savent que nous avons un tableau de bord intérieur, on ne veut pas le voir, ça va s'arranger. Et on se met la plupart du temps à pédaler de plus en plus vite, le nez de plus en plus dans le guidon, pour ne pas voir qu'on a quitté son chemin depuis longtemps. Ça crée de la course folle, puisqu'il n'y a pas de discernement. Présence à soi, être, mais présence à l'autre. Le faire encombre la présence à l'autre. Et je vous donne un exemple de la vie de famille, très courant. Quand j'ai commencé à être thérapeute, après ma vie d'avocat, j'ai rencontré beaucoup de jeunes, puisque je m'étais occupé de gamins de la rue pendant 10 ans. J'ai eu souvent des jeunes gens qui venaient. Ce n'est pas vraiment de la thérapie, on dirait du coaching aujourd'hui. C'est un peu d'accompagnement. J'ai eu des jeunes gens qui arrivaient en disant « Je viens vous voir parce que je n'arrive pas à parler à mon père. Mon père est très occupé, il court tout le temps. Donc quand je lui dis que ça ne va pas trop, il est gentil, papa. Il se met sur un coin du canapé, mais prêt à repartir, et il m'écoute un petit peu. Mais moi, j'ai du mal, je n'ai pas trop les mots, je ne sais pas dire ce qui se passe. Et papa, dès qu'il croit qu'il a compris quelque chose, ben, il prend son téléphone et il prend des décisions pour moi. Et ce n'est pas ce que je lui demande. Moi, j'aimerais que papa, il m'écoute. Mais il ne sait pas écouter, papa. Alors peut-être que si je vous paye, vous allez m'écouter. Alors, il n'y a pas de blâme à avoir pour le parent, ça vaut pour le père ou la mère, bien sûr, qui est là en face sur le coin du canapé. Qu'est-ce qui se passe dans ce parent-là, face au gamin qui ne va pas trop bien? Mais ce parent, il est gentil, au sens où je l'entends dans le titre de mon bouquin. C'est-à-dire, il a appris, il y a un problème, je résous, action-réaction, tac, tac. Il n'a pas du tout appris, il y a un problème, j'écoute, je suis là. Il a entendu, il y a un problème, je fais. Et ça compromet pas mal le bazar. Regardez. Ah bon, t'es dans la rue depuis 15 jours, mais je te croyais à l'école tous les matins. Ben dis donc, tu joues bien ton jeu. Et tu fumes des joints, mais mon vieux, déjà la cigarette, ça m'allait pas trop. Tu fumes des joints, et pour payer tes joints, tu piques dans les magasins. Mais mon vieux, mais t'es en dépression, c'est sûr. Attends, j'ai un ami médecin, quelques calmants, on va régler ça. C'est trop menaçant ce qui se passe là. Comment est-ce que je peux être proche de cet humain-là devant? En plus, c'est mon gamin. Alors que je suis complètement coupé de cet humain-là dedans. La capacité d'empathie ne va pas s'inventer par là, alors qu'elle n'existe pas par ici. Ça se muscle, ça se développe. Et le premier humain dont nous avons la charge, c'est nous, non? Pour travailler notre outillage relationnel. Pour pouvoir être proche de l'humain devant, ça demanderait que le parent soit proche de l'humain dedans et qu'il ait un peu travaillé sa vie intérieure, son discernement pour bien comprendre les méandres de la vie et qu'il puisse avoir un échange de ce type-ci. Ah bon, t'es dans la rue, tu veux dire que l'école t'ennuie? Fais chier, ah oui d'accord. Et ça n'a pas de sens. Ah, tu as besoin que les choses aient du sens. Ben oui, tu as besoin que les choses aient du sens. Le prof de maths te dit, posez pas de questions, c'est au programme.
Et toi, tu aimerais comprendre le sens des mathématiques? Ben écoute, ce n'est pas une réponse d'adulte qui te fait là. Je comprends que tu sois énervé. Et alors? Alors, comme la vie est plate, tu fumes des pétards. Ça donne un peu d'intensité. Tu as besoin d'intensité. Ben oui, on a besoin de sens et d'intensité. Tu as déjà découvert ça à ton âge, bravo. Moi, je ne savais pas ça à ton âge. Je ne savais pas ça. Et même il m'a fallu des années. Ça te va que je te parle de moi? Ouais. Moi, quand ma vie baissait en sens et en intensité, je pédalais de plus en plus vite sur mon petit vélo. Pour m'illusionner, je prenais mon agitation pour de l'intensité. Et ça n'a rien à voir, j'ai frôlé le burn-out. Maintenant, quand ma vie baisse en sens ou en intensité, je revisite mes choix. Je m'installe, je respire, je me pose, je me consulte, je me pose la petite question, comment ça va? Comment je me sens? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? Et la plupart du temps, je n'ai pas la réponse dans l'heure, ce n'est pas un clic sur Google. Mais si je me fréquente comme ça, 2-3 heures, 2-3 jours, c'est rare que ça dépasse quelques jours, que la clarté se fasse, une perspective vient. Je sens une démarche possible, un changement. Tu vois, dans la tradition dans laquelle moi j'ai grandi, on appelait ça le Saint-Esprit ou la Providence. Bon, on s'en fout de l'appellation, hein, du moment que ça marche. Ça te va de goûter ça? On s'en reparle dans 2-3 jours. Ils sont où les parents qui se sont habitués à se coltiner toutes les parties d'eux, même leur ombre, leur passage à vide, en sachant qu'un passage à vide, un passage à mou, une perte de sens, une perte d'intensité, ça n'est pas un accident, c'est un ingrédient. C'est ce qui va nous permettre de dire, attends, est-ce que je suis sur mon fil rouge ou est-ce que je ne suis pas parti dans mon enfermement? Ouh, un ingrédient précieux pour me réaligner. Et pour ça, il faut le savoir. Pas là, dans le cerveau gauche, là, dans les tripes. Faute de ce discernement, qu'est-ce qui arrive dans la plupart des familles, des bonnes familles comme des moins bonnes, disons si j'ose mettre ce mot-là? Il arrive ceci, si tu repassais tes mathématiques, tu ne serais pas largué, je t'avais bien prévu, il faut bosser mon vieux, c'est comme ça. Et puis enfin, si tu n'avais pas quitté ton équipe de foot, tu ferais des matchs, tu sentirais une vie un peu plus intense puisque tu parles d'intensité. Tu n'as qu'à t'en prendre qu'à toi-même, voilà, boulot de papa accompli. J'ai fait mon job. Critiquer, reprocher, menacer, parfois on est aux insultes, même parfois aux coups, voyez la pauvreté de nos capacités relationnelles. Si l'on fait ce qu'on a toujours fait, on obtient ce qu'on a toujours obtenu. On a besoin de penser autrement pour pouvoir se relier à un autre endroit. Piège du fer. Piège du fer. L'idée, ce n'est pas d'arrêter de faire, j'aime faire beaucoup de choses, mais l'idée, c'est d'être inspiré par l'être. Le faire est la logistique de l'être, comme la logistique de l'enchantement. Permettez-moi de faire l'extension de l'individuel au collectif. Si moi, citoyen, je n'ai pas trouvé les clés d'une vie intérieure pacifiée et donc pacifiante, apaisante, nourrissante, dans laquelle je sens que j'ai assez et que c'est bien et j'honore, eh bien je cherche reconnaissance, appartenance, argent et gloire à l'extérieur, plus. Mon voisin fait la même chose, il n'a pas trouvé les clés d'une vie intérieure nourrissante, pacifiante, dans laquelle il sent que c'est assez et c'est bien et j'honore. Donc il court. Et ainsi, individuellement, nous avons créé une société dans laquelle tout le monde court tout le temps. Cette course nous épuise individuellement. 30% de la population sous médoc pour survivre. C'est débile, c'est une épidémie. C'est un enjeu de santé publique. Cette course nous épuise individuellement, mais épuise la planète qui n'en peut plus de supporter ces êtres humains dans cette course éperdue. On voit bien l'enjeu d'une intériorité citoyenne. Un citoyen pacifié est un citoyen pacifiant. Il n'est pas passif dans son coin. Il apporte là où il est un sillage de pacification, de bienveillance, de synergie, de co-création. Et je pense que c'est bien l'enjeu dont nous avons besoin. Synergie et co-création pour dépasser les défis d'aujourd'hui. C'était le piège du fer. Je pense qu'il est temps de sortir de l'âge du fer et d'entrer dans l'être. Deuxième piège que je vous propose de visiter. Le piège de l'estime de soi. Il est rare que nous ayons mis l'estime de soi en nous profondément. On l'a souvent mis dans le regard de l'autre. Si l'autre est content de nous, tout va bien. Mais si l'autre est fâché sur nous, rien ne va plus. Nous sommes très fragiles par rapport à l'attitude de l'autre. Et donc très soumis. Est-ce qu'on va m'aimer? Est-ce qu'on va m'apprécier? Est-ce que je vais être reconnu? Waouh, quelle déperdition d'énergie, de force, de créativité, de capacité à co-créer par la polarité entre des différences. Oui, alors, l'estime de soi, ce n'est pas forcément confortable de réaliser qu'on en manque. Et je peux vous assurer que moi-même en thérapie, je n'étais pas entré pour ça en thérapie. J'ai fait 6 ans de thérapie en psychanalyse traditionnelle, 3 fois par semaine, c'était décapant. Mais je n'étais pas entré pour ça. Je suis entré en thérapie parce que je courais trop vite, je faisais trop de choses. J'allais de choses à faire en haletant.
Mes amis me disent, tu as monté l'escalier? Je dis, non, non, pas du tout, j'ai un programme un peu chargé. Je vivais comme ça. Et à un moment, je réalisais, oui, mais j'arrive pas à faire un couple. Personne ne veut se lier qu'un zombie pareil. Si j'ai envie d'avoir une relation un peu stable, durable, et un espace de tendresse, de douceur et d'intimité pour accueillir éventuellement des enfants, j'ai besoin de comprendre pourquoi je cours tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi le mécanisme compensatoire gigantesque que j'ai mis en place pour ne pas me rencontrer? Donc j'entrais en thérapie pour comprendre ça. Et je ne pensais pas du tout à un problème d'estime de soi. Moi, j'avais mes copains, mes copines, toutes sortes d'activités très stimulantes. Je ne pensais pas manquer d'estime de moi, mais le thérapeute pousse sur le bon bouton, en tout cas m'amène à discerner qu'au fond, je suis en train de dépenser 50% de mon énergie à tenter de plaire aux uns et 50% de mon énergie à tenter d'éviter de déplaire aux autres. Vous avez vite fait le calcul de ce qui reste pour vivre ma vraie vie, m'aligner sur mon fil rouge et être moi-même dans une joyeuse expansion paisible, donnant le meilleur de moi au service de tous. Rien. Tout est suradapté. Faire plaisir, éviter de déplaire. Pas forcément confortable de regarder ça en soi, mais absolument nécessaire pour pouvoir se libérer du regard de l'autre, de la pression sociale, de la prétention à plaire à tout le monde, et accepter petit à petit que faire mon chemin de vie, devenir qui je suis, ça ne va pas forcément plaire à tout le monde. Donc, accepter de déplaire. Alors, évidemment, je n'encourage personne à chercher à déplaire, on est bien d'accord. Mais je peux vous assurer que quand j'ai annoncé à ma famille que je devenais thérapeute, ils m'ont regardé avec des yeux comme ça, dans une famille bourgeoise, catholique, devenir thérapeute, mais c'est quoi ton truc? T'es malade ou quoi? Accepter la friction. Bon, c'était il y a 20 ans, aujourd'hui, 25 ans. Aujourd'hui, les choses changent. Mais donc, accepter de devenir qui on est, c'est pas forcément confortable. Et cependant, c'est salutaire. Je pense que si j'étais resté avocat, bien que ce métier soit un beau métier par ailleurs, pour moi, ça ne me convenait pas. Je serais parti complètement en dépression. Si je réprime ce qu'il serait bon que j'exprime, eh bien, tôt ou tard, je déprime. Au-delà du petit jeu de mots, c'est effectivement une des causes principales de la dépression, c'est que nous n'exprimons pas qui nous sommes. Pas seulement les choses à dire, les colères à exprimer, les non, les désaccords, mais également notre force, notre puissance, notre fantaisie, mais également notre fragilité, notre délicatesse, nos nuances. Nous avons besoin d'apprendre à tout exprimer. Nous sommes sur Terre pour nous enchanter d'être en vie, d'être qui nous sommes et de collaborer à la grande œuvre. Pas d'être recroquevillé à l'intime de soi. Estime de soi, heureusement, ça se muscle, ça se travaille et rassurez-vous, la plupart des thérapeutes, des accompagnants, des coachs vous diront que 90% de la population manque d'une bonne estime de soi, avec des extrêmes. Et vous connaissez ces extrêmes, particulièrement dans les équipes de travail. Il y a l'ego hypertrophié d'un côté, celui qui prend toute la place. À la réunion, c'est lui qui a tout fait. Le projet ne tient qu'à lui. Heureusement qu'il était là. Oh là là, qu'est-ce qui peut plaire? Qu'est-ce qu'on n'aimerait pas qu'il balaye un peu dans sa porte en reconnaissant qu'il a participé à une équipe et qu'il a fait sa part, mais qu'il y avait d'autres personnes qui ont fait des parts importantes aussi. C'est pompant, un ego hypertrophié. Mais de l'autre côté, il y a la personne toute timide qui se rallie à tout. Non, 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 vos idées sont bonnes. Je pense que votre projet va très bien se passer comme ça. On a envie de lui dire, attends, on ne te paye pas pour systématiquement dire oui à tout. Apporte une nuance, une valeur ajoutée. Enfin, existe, que diable. Voilà, entre ces deux extrêmes, il y a beaucoup de variantes. Vous voyez. On a largement dépassé le développement personnel. On est dans des enjeux de vie sociale. Estime de soi. Troisième piège que je vous propose d'aller visiter, c'est la difficulté à faire bon accueil de la différence. Comment accueillir la différence comme une source vraiment inspirante de collaboration et ne pas la vivre comme menaçante. C'est bien l'enjeu de ce séminaire Octave, comment voir les différences entre les programmations, les logiciels de chacun, sans le vivre comme une menace, comme un empêchement, mais plutôt comme une richesse. Ce n'est pas forcément facile, pas forcément confortable, mais c'est nécessaire. Quelque chose dans nos éducations nous ont donné souvent, en tout cas pour les plus âgés parmi vous, l'impression que la différence était menaçante et qu'il valait mieux ne pas être différent. Et comme nous ne sommes pas autorisés notre propre différence, nous avons du mal à autoriser l'autre à être différent. Regardez simplement dans vos propres parcours la magnifique fantaisie qui vous habitait comme enfant. Vous couriez partout, vous sortiez tous les jouets chez les grands-parents pour faire des montagnes incroyables, vous faisiez des cabanes avec les coussins du canapé. Vos grands-parents adoraient cette fantaisie merveilleuse, d'autant plus que ça ne durait qu'une après-midi, le dimanche.
Quand vous êtes arrivé en maternelle et que vous avez ouvert tous les tiroirs pour faire la même chose en jouant avec tout à la fois, est-ce que vous vous souvenez que l'institutrice ou l'instituteur vous aura dit « Mais quelle merveille de fantaisie t'habite, quelle créativité, quel talent, quelle joie de vivre, merci d'être qui tu es !» Vous aurez plutôt entendu, ou en tout cas on vous aura fait comprendre assez clairement, « T'es un peu trop comme ceci ou pas assez comme ça ». Dessine bien le petit canard dans le petit canard, pas à côté. Picote bien la petite vache sur le trait, pas à côté. Peins bien l'âne en brun, pas en bleu. Voyons, t'as déjà vu un âne bleu? Et vous avez appris à vous racrapoter, c'est du belge. Vous avez appris à vous racrapoter pour ne pas déranger, à vous recroqueviller, être gentil, acheter le sourire de l'institutrice. Et puis aujourd'hui, vous avez 25, 27, 28, peut-être 30. Et vous êtes toujours racrapoté pour ne pas déranger. C'est une tragédie, vous savez. Depuis le temps que j'accompagne les personnes, et moi-même, combien de trésors, de fantaisie, de force, d'innovation, de délicatesse, d'improvisation, de nouveauté y a-t-il pas dans le cœur de pratiquement chacun d'entre nous, mais complètement timoré, muselé, momifié par une éducation contraignante. Alors c'est peut-être un peu différent pour les plus jeunes générations parmi vous que pour la mienne, mais ce n'est pas encore suffisamment encouragé, vous vous en doutez bien, à l'école. Ça devrait être la base. Chacun devrait être encouragé à devenir qui il veut devenir, et pas entrer dans les cases qu'on a prévues pour lui, qu'il le veuille ou non, avec toute la violence que ça amène. Rentrer dans la case. T'es un peu trop cosmopolite, t'es pas assez comme ça, tac. De fait de cette méfiance par rapport à ce que je suis vraiment, ce que je sens en moi, je me racrapote, mais si tout d'un coup l'autre en face existe, prend sa place, attends, tu ferais mieux de rentrer dans l'ordre ou de rentrer chez toi, si par malheur tu viens de loin. Et nous pouvons voir que notre seuil d'accueil de la différence, si l'autre pense autrement, prie autrement, pratique d'autres choses que nous, notre seuil de tolérance est vite atteint. Je t'aime si tu es même, mais si tu es différent, à la limite, je te tolère. Qui a envie d'être toléré parmi vous? On a envie de toute autre chose, on a envie d'être accueilli. C'est un autre enjeu. Accueilli. Accueil de la différence. Sur le plateau de travail, ça veut dire que ce n'est pas forcément confortable de vivre avec celui qui parle souvent, qui parle fort au téléphone, qui mâchonne des biscuits ou des bonbons. Comment vais-je faire pour cohabiter avec la différence? C'est vraiment un travail sur soi. Et je vous propose de faire un petit exercice rigolo dans les jours qui viennent, lorsque vous serez en lien avec un proche. Ça marche mieux quand il y a un peu d'affectif, pour tester votre capacité d'accueil de la différence. Vérifiez si vous êtes en rapport avec un proche, votre conjoint chéri, votre meilleur ami, votre ado adorable, votre vieille maman, un vieux pote. Et cet être-là, avec qui vous partagez tant de sujets en belle connivence, sur ce sujet, tout d'un coup, vous réalisez que vous n'êtes pas d'accord du tout. Il développe des idées très différentes des vôtres. Vérifiez votre capacité d'accueil de la différence. Pouvez-vous vous asseoir tranquillement dans le fauteuil en goûtant la différence, en savourant, tiens, cet être-là avec lequel j'ai tant de connivence, sur ce plan-là, on n'est vraiment pas d'accord, comme c'est intéressant. Ça me décape des petites couches d'ego. Moi qui prétends que j'ai toujours raison, je me laisse remettre un peu en question et on va grandir ensemble. C'est-il pas beau, ça? Eh bien, la prochaine fois que ça vous arrive, vérifiez si vous êtes capable de résister plus de 30 secondes sans dire « oui, mais, attends, parce que moi, je », avec à peu près la même gestuelle, qui indique tout, particulièrement dans le non-verbal, qui indique tout, sauf l'accueil de la différence. Toi, tu es là. Tu penses comme ça, c'est complètement différent de moi, mais je te respecte dans ce que tu es. Même si ça me secoue, je souhaite du respect pour l'être que je suis. Le minimum, c'est que je donne du respect pour l'être que tu es. Et je te l'indique par cette posture d'écoute et d'empathie. Et ça crée du nous. Tant de tensions dans nos vies viennent de ce qu'on n'a pas écouté l'autre jusqu'au bout. Ceux qui ont travaillé avec moi l'ont vu. On n'écoute pas jusqu'au bout. Mal écouté, mal entendu. Nous avons un énorme pouvoir. Écoutez. Et je vous en parle en toute simplicité parce que ça fait bientôt 20 ans que je suis marié avec Valérie et que j'enseigne, 25 ans, j'enseigne ces approches de connaissance de soi. Il peut arriver que Valérie, sur la chaise d'en face, développe des idées très différentes de moi sur des sujets qui me tiennent fort à cœur. Et j'ai l'impression souvent que c'est moi qui ai planché sur ces sujets et pas elle. Notamment dans la relation humaine, elle est artiste. Et
Et je sens l'avocat qui se réveille, l'envie d'avoir raison. J'ai raison parce que, bang, 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 3 arguments. Et d'ailleurs, tu as tort, parce que, bang, 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 de nouveau 3 arguments. On n'a pas dépassé Cro-Magnon. Hein. Gourdin, ou, bon, ça va, tu as raison. Repli dans la grotte. Mais il n'y a pas de rencontre. Et vous voyez, la programmation, le système de pensée, le vieux logiciel, le mindset, ça demande du boulot. Hein. Il y a 20 ans que je planche là-dessus et je me piège encore là-dedans. Heureusement, je le vois un peu plus vite qu'avant. Et donc, je peux intérieurement me dire, attends, tu veux quoi avec Valérie la guéguerre? En plus, elle s'appelle Valérie de Guerre, c'est son nom. Tu veux la guéguerre? On se boude, on se brosse les dents en silence, on dort à chacun un coin du lit et on se reparlera le lendemain soir? Ben non, moi je veux l'enchantement. Je veux tressaillir du plaisir de vivre ensemble, même si on n'est pas d'accord. Et on sort de cette tragédie qui nous fait prendre des accords pour des amours. Parce que si vous voulez bien, la prochaine fois qu'il y a des accords avec un proche, vérifiez ce qui se passe en vous, pourquoi vous avez du mal à accueillir la posture de l'autre. La plupart du temps, c'est que vous avez peur de la rupture du lien. Il faut recréer l'unanimité. C'est quoi cette absurdité? Ah oui, mais avec papa-maman, s'il n'y avait pas unanimité, il y avait danger. Va dans ta chambre, privé dessert, tu n'auras pas ta sortie de week-end. Il y avait un système de rapport de force. On n'est plus dans le rapport de force. Vieux logiciel. On est dans le rapport de synergie. Et donc, la conscience qu'on peut développer, c'est qu'on est d'accord, qu'on n'est pas d'accord. Ça nous fait quand même un point commun. C'est pas si mal. Et on sort effectivement d'une addiction très grande, qui est l'addiction à l'harmonie. C'est utopique. Et on sort de réflexe de la prétention à avoir raison. Marshall Rosenberg, avec qui je me suis formé à la communication non violente, nous disait, en citant un message spirituel, nous avons un choix fondamental dans l'existence. C'est être heureux ou avoir raison. Et je vous invite à vous laisser le tapis tirer sous le pied. Moi, j'avais forgé ma vie comme avocat à avoir raison. Et j'exportais le modèle souvent dans mes relations amoureuses. Je voulais avoir raison, je suis celui qui a raison. Attends, quel ego contracté. Si vous voulez vous bousiller le bazar, hein, prétendez que vous avez raison. Vous allez miner vos relations. Par contre, si vous ouvrez à constater on est d'accord, qu'on n'est pas d'accord, ça ne nous empêche pas de nous aimer, de collaborer, de cohabiter, alors vous allez créer du nous soutenant, du nous fécond. C'était le piège de la difficulté à faire bon accueil de la différence. Je pense qu'aujourd'hui, devant les enjeux du monde, nous avons largement besoin de revisiter notre capacité à nous laisser confronter par la différence, parce que des migrations comme nous les voyons aujourd'hui, et qui ne font que commencer, je pense que la planète n'en a jamais vu. Et donc, à la fois, bonne estime de soi et accueil de la différence sont deux clés pour traverser cette intégration, mais également les conflits au quotidien. La plupart de la difficulté à gérer les conflits viennent de ce qu'on a peu d'estime de soi, donc on ne veut pas de conflits. Comment voulez-vous vivre des relations humaines en groupe, en communauté, sans qu'il y ait régulièrement des conflits? On n'est pas dans un monde de bisounours, hein. Des conflits, il y en a. On a besoin de développer une grande capacité à les traverser, de ne pas en avoir peur, entrer dedans à l'aise, être à l'écoute. C'était le troisième piège. Quatrième piège que je vous propose de visiter, c'est la difficulté à dire non à temps, dans la bonne mesure et à la bonne personne. Vous l'aurez peut-être perçu, si pas vécu, souvent la partie gentille en nous, au sens où je l'entends dans mon titre, hein, trop gentille, pas forcément bonne, mais gentille de surface, dit oui à toutes sortes de choses, et puis à un moment, il y en a marre, et il y a un non qui sort et qui coupe la tête de l'autre. C'est précieux d'intégrer une réflexion derrière ça. À quoi je dis oui? Pourquoi je dis oui? Alors une petite clé, on va aller voir qu'au fond, pour apprendre à dire non, il suffit d'apprendre à clarifier à quoi je dis oui quand je dis non. Derrière tout non, il y a un oui. Et ce sera beaucoup plus clair de faire passer le oui que simplement le non. Petit exemple. Ici, dans le congrès, entre deux trucs, vous redescendez à l'hôtel, coup de fil d'un copain, viens dîner ce week-end, on fait une petite fête avec des copains, vous êtes distrait, vous n'avez pas pensé à votre emploi du temps, vous dites ah ben oui, avec plaisir, vous avez dit oui. Arrive le week-end, vous dites mais comment j'ai pu dire oui, j'étais parti toute la semaine, j'ai envie de voir mon conjoint, mes enfants, et d'être un peu à la maison tranquille avec mon apéro. Pourquoi j'ai dit oui? Bon, vous y allez parce que vous avez dit oui. Avec un peu de chance, ça se passe bien. Le week-end suivant, de nouveau, vous recevez, pendant la semaine, une invitation des mêmes copains qui vous disent on s'est bien amusé, on réinvite d'autres amis, viens le week-end. Vous êtes en deux réunions et vous dites un oui gentil parce que vous êtes distrait, trop occupé. Oui, avec plaisir. Et puis arrive le week-end, vous dites mais de nouveau, j'étais trop occupé, j'ai pas vu mes enfants, pourquoi j'ai dit oui? La troisième fois, et il vous réinvite, vous entendez le message et là vous dites
à votre conjoint, mais ils nous pompent l'air avec leur invitation à l'âge noir. Ils ont que ça à faire, des dîners les samedis soirs, eux. Ils nous envahissent. Et regardez la mécanique. À force d'avoir été si gentils et d'avoir dit des oui gentils qui ne sont pas discernants, qui ne sont pas responsables, qui sont automatiques, vous voilà méchants, agressifs, revanchards, avec vos propres amis. Personne ne vous a forcé à dire oui. Mais effectivement, ça demandait un peu de discernement, un peu de recul dans la chaise de l'intériorité. Au moment de descendre là et que vous avez le premier coup de fil, de pouvoir dire, écoute, je suis dans un congrès, je ne sais pas trop l'emploi du temps, je vérifie et je te rappelle. Je ne sais pas trop le programme, je te rappelle. Et le soir, vous vérifiez, pas l'agenda des choses à faire, vous vérifiez votre qualité d'être. Vous faites l'exercice que j'ai proposé aux gens dans l'atelier. Comment ça va, comment je me sens? Je me sens réjoui par cette invitation, ça me fait plaisir, besoin d'amitié, de partage, de retrouvailles, de continuité, de fidélité. J'honore tout ça et j'y tiens beaucoup. En même temps, je me sens un peu triste parce que je n'ai pas vu mes enfants, besoin de tendresse, d'intimité avec ma famille, de proximité avec mon conjoint, besoin de me poser, besoin de temps pour moi, besoin de présence. Ah, discernement, hein? On ne va pas choisir d'un coup, on va sentir par où ça penche. Et ça peut pencher plutôt par là ou plutôt par là. Et parfois, les plateaux de la balance sont un fifrelin l'un de l'autre. Et ça demande donc de l'acuité de conscience pour réaliser c'est plutôt l'amitié. J'ai vu ma famille toute la semaine, donc je vais plutôt privilégier l'amitié. Ou ce sera plutôt l'intimité familiale, parce que je ne les ai pas vus de la semaine, et les amis, je les verrai bien dans 15 jours. Hein. Discernement. En sorte que je peux rappeler l'ami en lui disant, écoute, merci beaucoup pour l'invitation, et je vais dire la vérité, toute la vérité. J'honore l'amitié avec toi, ça me fait tellement plaisir, et ta conjointe aussi. On a toujours beaucoup de joie à vous retrouver. Je fête. Je crée du nous. Et on n'est pas dans la pensée binaire, j'ajoute. Et en même temps, tu sais, j'étais à un congrès, je n'ai pas vu mes enfants, j'ai vraiment besoin d'être à la maison ce week-end, de me reposer, de me poser et d'être avec les miens. Alors merci pour l'invitation et à une prochaine. Cloup, sans aucune culpabilité. Voulez-vous que vos amis vous aiment pour ce que vous faites? Vous êtes bien habillé, vous apportez du champagne, vous faites rire tout le monde. Ou pour ce que vous êtes? Un être centré qui sait honorer l'amitié, la nommer, la souhaiter dans la durée, et en même temps honorer l'intimité, l'amour, la tendresse familiale, le lien, la présence. Vous verrez, ça fait un peu de tri dans les amis, vous ne garderez que les vrais. Et fini le blabla et le bling-bling. Ouf! Le risque, voyez-vous, c'est qu'assez souvent, plutôt que d'avoir ce discernement, on revient vers l'autre le soir en disant « Écoute, ça n'ira pas, ma belle-mère vient ce week-end, tu sais ce que c'est pas possible. » Et vous inventez un truc bidon pour vous couvrir comme un enfant qui a fait tomber le pot de confiture. À quoi joue-t-on? On n'a pas dépassé la cour de récré. Ça arrive plus souvent qu'on ne croit, hein, de ne pas oser dire la vérité. C'est intéressant juste de vérifier, je pense que nous déplorons tous le chaos du monde, la langue de bois, l'hypocrisie dans les jeux de pouvoir, etc. Nous déplorons tout ça. Est-ce que devant tout ce chaos, ce désordre, nous allons y ajouter notre propre confusion? Pour moi, l'hygiène de conscience et l'écologie relationnelle commencent là. Là où je suis, je crée des rapports vrais, authentiques. Je n'invente pas un truc. Je ne dis rien de faux. Ça ne veut pas dire que je dis forcément tout ce qui se passe, parfois par respect, par tact, par attention, mais je ne dis rien de faux. Je pense que nous avons besoin de cette hygiène pour transformer nos rapports humains. Voilà, vous auriez pu être un peu plus brutal et répondre à l'ami, non, c'est pas possible, non, on est occupé, non, ça n'ira pas, cloup. Bon, c'est pas très sexy pour l'autre, mais là, vous avez transformé votre non en oui. Oui à l'amitié, oui à se revoir, oui à fêter la vie ensemble régulièrement, oui à la présence à la famille, oui aux proches, oui à bientôt. Oups! Ça passe infiniment mieux, vous voyez. Apprendre à clarifier ce à quoi on dit oui quand on dit non. Maintenant, j'aimerais vous proposer de voir qu'on n'entend pas toujours des gens nous dire oui. On entend parfois des gens qui nous disent non. On va utiliser le même processus. À quoi dit l'autre? À quoi l'autre dit-il oui quand il dit non? C'est quoi l'énergie de vie qu'il y a derrière? Et j'aime bien vous partager un petit exemple de la vie personnelle. Il y a bientôt plus de 10 ans, mon aînée Camille, elle a 18 maintenant, elle avait son anniversaire de 7 ans. Elle a tous ses jouets, elle joue évidemment le soir, il est 7h30 et je lui dis, ma Camille, on va aller dormir. Elle me répond, non papa, je joue. Et je m'entends, non Camille, on dort. Elle me répond, non papa, je joue. Bon, on fait quoi? On rentre dans les rapports de force dans lesquels nous avons été téléchargés, domination, soumission, agression, démission, compétition, manipulation, séduction. C'est plus ce monde-là qu'on veut, hein, franchement.
On a envie d'un monde de collaboration, d'empathie, de synergie, de co-création. Et effectivement, je pourrais démissionner en disant « Ah bon, toi, t'es pas fatigué, t'as envie de rester tard ce soir? Ok, t'éteins les lumières alors? Moi, je vais dormir. Hein. Et si tu sors en ville, prends ma carte de crédit, amuse-toi bien. Hein. » Démission. J'ai pas mis mes enfants au monde pour les laisser comme ça. J'ai donné un peu de structure, des valeurs, des repères pour grandir, évidemment. Mais ça pourrait être aussi le rapport de force. Ah bon, tu veux pas dormir? Attends, tu vas voir qui est le maître ici. Paf, au lit. C'est pas non plus le modèle du monde que je veux donner à mon enfant. Collaboration, synergie, respect mutuel, écoute, empathie, du nous. Et donc, je m'incline devant mon doigt. Ah bon, tu as envie de jouer? Oui, papa, j'ai des nouveaux jouets. Ah, tu as envie de me les montrer? Oui, et puis j'ai envie que tu m'aides. Ah, tu as envie de me les montrer? J'ai envie que tu m'aides. Et puis, papa, je t'ai pas vu de la journée, j'ai envie que tu sois un peu avec moi. Tu as envie de présence. 3 besoins fondamentaux. Montrer les jouets, partager, un peu d'aide pour découvrir comment ça marche, et de la présence. C'est pas beau, ça? Moi, j'ai pas mis mes enfants au monde avec Valérie, c'était pas le projet, pour qu'ils se couchent à 19h30. C'était pas l'intention première. J'ai mis mes enfants au monde pour m'enchanter d'être en vie et de poursuivre la vie, de la transmettre. Donc je m'enchante. Pourquoi est-ce que je vais louper ça? Et tous les parents parmi vous savent qu'il ne faut pas passer 2 heures avec son enfant pour goûter de l'enchantement. Ils ont besoin de quelque chose d'intense, de joyeux, on est complètement là. Et 10 minutes, un quart d'heure vont faire l'affaire. Tant pis, on se couchera plus tard. Mais c'est pas grave. On a vécu du nous. Et donc, après avoir accompagné mon enfant, je peux lui dire, écoute, j'ai beaucoup aimé ce jouet-là. On a eu un peu du mal à le comprendre. Hein. Puis il y a encore un qu'on n'a pas bien compris. Est-ce que ça te va qu'on le garde pour demain, celui-là? Parce que, attention, hein, j'ai cessé d'être gentil, je suis vrai. Il y a aussi le besoin de sommeil, tu te souviens? Moi, quand je rentre de conférence le soir, tard, et le lendemain, je suis un peu grincheux quand je vous conduis à l'école. Tu as déjà vu ça? Et puis toi, quand tu n'as pas beaucoup dormi, tu te chamailles avec ta sœur. Tu as vu ça aussi? Alors, ça te va d'aller dormir et on continue demain? Et la plupart du temps, ça n'est pas magique. Et ça ne se crée pas du jour au lendemain. C'est un climat qu'on instaure, où le nous prévaut sur le je et le tu. Hein. C'est la plupart du temps, quand on a accueilli ce qui est vivant chez l'autre, il accueille ce qui est vivant chez nous. Il y a synergie. Je nous invite à envisager les rapports comme ça. La violence n'est pas l'expression de notre nature. La violence est l'expression de la frustration de notre nature. Notre enfant pourrait être violent si effectivement je n'ai pas respecté sa nature. Alors il devient violent, il me parle sur un ton que je n'aime pas, ou il fait le contraire de ce que je veux, mais si sa nature est respectée. C'est pas soit on joue, soit on dort, c'est et on joue et on dort, mais peut-être pas au même moment. Voilà. Fil rouge. J'en termine avec le 5e piège qui est la difficulté à faire bon accueil de nos émotions. Nous avons du mal à bien comprendre nos émotions. Et là, je vous propose de voir ce petit bonhomme-ci. Nous avons souvent appris à former surtout notre tête. Notre mental, et particulièrement le cerveau dit gauche. Ça s'est passé au détriment d'autres canaux d'intelligence. Nous avons 8 canaux d'intelligence en tout, donc 7 en plus que le canal logico-mathématique. Ça, ce sont les sentiments. Et en dessous, il y a des besoins. Ce que nous avons dans nos tripes. Et nous avons l'occasion de faire des démarches ou des stratégies pour mettre en place nos besoins. Le risque, voyez-vous, c'est qu'ayant surdéveloppé cette partie mentale de nous, nous soyons coupés du ressenti, coupés de nos besoins et coupés de la faculté à faire des choix, à aller de l'avant. Et l'idée, vous l'aurez perçu, c'est de développer une conscience globale où j'intègre la conscience logique, mais à côté de ça, j'intègre l'intelligence intuitive, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence spirituelle, celle qui nous fait percevoir l'esprit des choses, ce qui souffle et permet que les choses aient lieu. Et vous nommerez cette dimension comme vous voulez. L'idée étant donc de fonctionner comme un être à part entière. Faire bon usage des sentiments, c'est le dernier piège. On ne sort pas des pièges du jour au lendemain. L'apprentissage des sentiments, c'est un langage. Apprendre à bien vivre sa colère, apprendre à bien vivre sa peur, sa tristesse. Il y a beaucoup d'énergie dans la peur, beaucoup d'énergie dans la colère, beaucoup d'énergie dans la tristesse. Ça peut nous plomber si on n'utilise pas bien cette énergie. Et personnellement, je suis quelqu'un qui a été longtemps plombé par la tristesse. À côté de ma course contre le temps, une raison qui m'a amené en thérapie, c'est que mon état, bien qu'il était joyeux en société avec les copains, dans les soirées, dans les fêtes et les sorties, j'étais bon vivant. Je revenais dans mon petit appartement de célibataire, j'étais triste, j'étais nostalgique, apathique. Eh bien, je sais qu'il y a de l'énergie derrière ça et nous avons besoin d'apprendre à la développer. On ne sort pas des pièges du jour au lendemain.
je vous propose de les voir. En avançant dans le chemin de vie, vous pourrez vous dire, tiens, je suis nouveau dans la mouise, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, je fais plus que je ne suis, j'ai peut-être besoin de m'asseoir dans ma chaise. J'ai dit des oui gentils alors que j'ai besoin de dire non. Ah ben, je vais apprendre. J'ai eu du mal à accueillir la différence. Qu'est-ce qui se passe derrière la différence de l'autre? Et je vais, grâce à la conscience des pièges, pouvoir ouvrir la trappe et m'en libérer. En marchant dans la vie, vous allez sentir que les pièges s'enclenchent, mais vous avez juste le temps de dire encore non. J'allais dire oui, mais non, je vais vérifier, je te demande un délai. Je te rappelle tout à l'heure. Vous alliez avoir peur de la différence et vous avez le réflexe de dire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette différence? Comment est-ce que je peux écouter au-delà? Et vous sortez du piège avant qu'il vous ait coincé. Et enfin, dans le cheminement de vie, vous allez pouvoir percevoir que le piège s'avançait vers vous, mais vous n'y tombez plus, ou de moins en moins. Et là, la jubilation est grande. Je ne prétends pas y arriver tous les jours, j'y arrive de mieux en mieux. Dernière petite proposition que je vous fais dans cet accueil de l'être que nous sommes. Je vous partage ma conviction profonde, vous en ferez bien ce que vous voulez, bien sûr. J'ai acquis dans l'accompagnement des personnes cette conviction profonde que nous autres, êtres humains, nous sommes un être infini, coincé dans un corps fini. Et ça dérange. Cette structure d'incarnation dans l'espace-temps est trop petite pour mes aspirations. Et je pense que ce langage parlera, je crois, pratiquement à tout le monde. Bien sûr, aux personnes qui ont une adhésion à une religion, ceux qui ont une vie spirituelle profonde, et qui peut se vivre de façon non religieuse, parfois même tout à fait laïque, mais également ceux qui se diraient tout à fait éloignés de ces considérations. Je pense que chacun de nous souhaite de la paix infinie, de l'amour infini, du partage infini, une inspiration à la beauté, et que nous avons du mal à accepter le contingentement dans l'espace-temps. Si je vous dis ça, c'est que j'observe que si nous ne trouvons pas une façon heureuse, nourrissante, personnelle, très saillante de nourrir cette aspiration à l'infini, nous avons du mal avec le contingentement. Et cette aspiration peut se nourrir par les moyens traditionnels qui sont la prière ou la méditation, mais la méditation peut se vivre de façon non spirituelle également, le cas échéant, juste pour retrouver la paix, la présence. La contemplation, pour moi, est un outil extrêmement précieux. Contempler la beauté, se nourrir de l'espace, de la lumière, de l'infini. La musique, la danse, le chant, tout art créatif nourrit la partie de nous qui a besoin d'être en joyeuse expansion. Si nous ne trouvons pas une façon personnelle de nourrir cette dimension de l'infini en nous, le contingentement nous pèse, l'espace-temps, les choses à faire, la matière. Nous sentons de la frustration, parfois même de l'amertume, et tôt ou tard, un cynisme se pointe qui finit par la violence sur l'autre. Tu es celui qui m'empêche de vivre. C'est donc vraiment précieux de rouvrir une vie intérieure profonde, inspirée et inspirante. Petit exemple pour illustrer ça. J'ai invité le temps, mesdames et messieurs. Dimension infinie de notre existence, nous n'avons pas de pouvoir dessus, ça existait bien avant, ça existera bien après. Est-ce que nous avons pris le soin d'intégrer ça dans notre vie? Je vous l'ai dit, je me suis battu longtemps contre le temps. Est-ce que notre rapport au temps est pacifié? Viens là le temps, assieds-toi, tu es mon copain, tu es mon frère, tu es mon allié, sans toi je ne peux rien faire. Tu es celui qui me permet de réaliser mes projets. J'ai rêvé d'amour et d'enfants. Et grâce à toi, je vis cette chance. Tu es celui qui fait mûrir mes pommes dans mon pommier, mon vin dans ma cave. Donc je t'associe à mes projets. Et alors parfois je suis en guéguerre avec toi parce que j'aimerais être partout à la fois et au-delà de toi. Mais sans doute que si tu as cette contrainte du temps, si tu m'apportes ça, c'est que j'ai besoin de faire avec, comme on dit, et de garder la conscience que je suis un être infini, malgré la finitude. C'est quelque chose comme ça. Merci pour ta sagesse. Est-ce que c'est ça notre rapport au temps? Un allié, un ami, un frère? Rappelez-vous, Gilles Vernet, l'autre soir, nous parlait exactement du même enjeu essentiel aujourd'hui. La plupart du temps, ce n'est pas un allié, c'est un ennemi et le rapport est tout autre. Tu es mon ennemi, tu me bouffes, tu me ronges, tu me divises, tu me déchires, tu me rouilles, fous-moi le camp. Condition de base de notre existence. Ce n'est pas nous qui aurons raison. Alors, amis ou ennemis? J'ai réalisé depuis 25 ans que j'enseigne la non-violence, c'est impossible d'avoir un rapport non-violent avec qui que ce soit, à commencer par soi, si je suis tendu à cause du temps. Première chose, apprendre à pacifier son rapport au temps, un rapport doux, généreux avec le temps. J'anime un atelier de connaissance de soi sur différents choix, notamment le rapport à l'argent et le rapport au temps. C'est des indices de choix et de priorité. Et une maman arrive faire ce stage et le soir de la présentation, elle dit « Je viens faire ce stage sur le rapport au temps, notamment parce qu'il y a quelques mois, mon gamin du haut de ses 7 ans s'est retourné dans le couloir qui mène aux chambres et du haut de ses 7 ans, il s'est campé devant moi et il m'a dit « Maman, je ne m'appelle pas, dépêche-toi ».
dépêche-toi, range ta chambre, dépêche-toi, brosse tes dents, mets ton pyjama, dépêche-toi, pars à l'école, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Et la maman en avait les larmes aux yeux, elle me dit, je me suis rendu compte que j'étais le disciple d'un bon maître. Cet être humain, du haut de ses 7 ans, me disait 2 choses. Maman, toi tu t'es laissé encoder dans cette course folle contre. Moi j'ai 7 ans, j'en sais encore rien et je ne veux pas être contre, je veux être avec. Et ma génération va être avec. On va s'arrêter pour être présent. C'est fondamental. Continue ta course de Titanic débile si tu veux, mais moi je veux éviter l'iceberg. Et la deuxième chose que l'enfant me dit la maman, par son message, c'est « Maman, tu m'as donné un prénom. Tu m'as mis au monde pour t'enchanter d'être en vie. Rappelle-toi ton fil rouge. Tu ne m'as pas mis au monde pour que je me brosse les dents et que je me dépêche. Ce n'était pas sens. » Alors il est où l'enchantement? C'est quand le dernier câlin? C'est quand on s'est parlé de cœur à cœur? Il est où le nous délicieux à vivre ensemble pour lequel tu m'as mis au monde? Et cette maman en avait les larmes aux yeux en disant « Il est temps que je transforme mon mindset pour me pacifier mon rapport au temps. » Voilà les quelques que je voulais vous partager. J'en termine avec cette proposition de Christiane Singer qui continue de m'inspirer profondément, un auteur que sans doute vous connaissez, très très inspiré, très inspirante, qui disait ceci: dans ce monde qui se dessèche, si nous ne voulons pas mourir de soif, il nous faudra à chacun de nous devenir source. Et c'est bien ce que je nous souhaite. Merci beaucoup.